Bonjour, bienvenue à cette formation dédiée à HAL avant tout. C'est une formation d'initiation à HAL, donc on va découvrir comment créer son compte, puis déposer un document et pourquoi pas aussi personnaliser son compte pour adapter le dépôt en fonction de ses besoins. Donc tout d'abord, la première chose à faire, c'est d'accéder au portail HAL. Pour cela, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez taper HAL directement dans le moteur de recherche directement de Google et vous cliquez sur le premier résultat. Voilà. Donc là, vous avez le portail HAL qui s'ouvre. Soit vous pouvez aussi également taper HAL et le nom de l'établissement dans lequel vous travaillez. Par exemple, dans notre cas, ça sera l'Université d'Evry, HAL Evry, et vous tomberez spécifiquement sur HAL de l'Université d'Evry. Et ça sera la même chose pour d'autres établissements, comme par exemple si je tape HAL Paris-Saclay, je tomberai sur le HAL de Paris-Saclay également. Donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc là plusieurs possibilités d'accéder à HAL, soit par le portail HAL général, soit par des sous-portails comme celle de l'Université d'Evry-Val d'Essonne ou celle de Paris-Saclay. Que vous fassiez le dépôt soit sur Evry, soit sur Paris-Saclay, le document remontera de toute façon sur le HAL général, ici, voilà. Donc c'est ça qu'il faudra retenir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui compte, c'est avant tout les affiliations que vous allez préciser dans votre dépôt. À partir du moment où vous êtes affilié à Evry, ça remontera automatiquement dans HAL Evry, même si vous avez fait le dépôt depuis Paris-Saclay, par exemple. Et ainsi de suite. Si par exemple, lors d'un dépôt, j'ai des collaborateurs de Montpellier ou des collaborateurs du CNRS, eh bien, si je précise les affiliations pour mes collaborateurs et que je dépose l'article, l'article remontera aussi pour le HAL CNRS. Donc ça, c'est un point assez important parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le portail HAL, avant tout, eh bien maintenant, elle a plus de 20 ans, mais surtout, eh ben, c'est un portail avant tout national qui est géré par un, comme l'avait expliqué Frédéric Daven, par un service d'unité mixte du CNRS qui s'appelle le CCSD, dont vous pouvez accéder le site directement en cliquant sur le logo juste ici. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un outil qui est collaboratif et mutualisé. Ça veut dire que plusieurs établissements possèdent leur sous-portail, donc voilà, et ils sont connectés. Une notice va retrouver autant sur l'Université d'Evry que sur l'Université de Montpellier si le dépôt, l'article qui est déposé, est affilié à la fois pour l'Université de Montpellier et d'Evry. Donc ça, c'est un outil qui est assez intéressant et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que HAL est basé avant tout sur de l'auto-archivage. Donc, il s'agit avant tout d'un dépôt que vous pouvez faire par vous-même, mais il peut s'agir aussi d'un dépôt réalisé par un tierce. Il peut s'agir d'un référent au sein d'un labo, par exemple, c'est le cas de Frédéric Daven, ou par exemple aussi de l'administrateur du portail. Par exemple, pour mon cas, ça sera Adib Kassas pour le portail d'Evry-Val d'Essonne, mais ça peut être également par d'autres tiers, par exemple un collaborateur, un co-auteur, ou par exemple le tiers d'un service de laboratoire ou de BU d'un de vos co-auteurs. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que tôt ou tard, vos publications peuvent tomber dans HAL. Et donc on va découvrir tout ça progressivement. Tout d'abord, pour créer un compte, c'est simple, vous allez dans le menu déroulant qui se trouve en haut à droite, vous cliquez dessus et vous allez cliquer sur créer un compte. Vous pouvez, si vous le souhaitez, tester également les connexions avec Orchid, si vous avez des identifiants Orchid, ou vous connecter avec le lien de fédération et d'utiliser les mêmes connexions que pour accéder à votre boîte mail. Mais pour cette formation, on va surtout se concentrer sur une connexion dite classique. Donc dans une connexion dite classique, il suffit simplement de préciser, de mettre son logging, qui sera associé à votre compte et dont vous serez les seuls, vous et l'administrateur et les développeurs du portail, à pouvoir le voir. Donc ça peut s'agir par exemple pour moi de Mohamed Adib, donc pas besoin que ça soit le nom prénom au complet, hein, ça peut même être, voilà, à vous de voir.
Vous pouvez ensuite préciser le mot de passe et confirmer le mot de passe. Ensuite, vous mettez votre nom de famille et votre prénom. Et pour terminer, votre boîte mail. Je vous encourage à préciser votre boîte mail universitaire si vous l'avez. Et n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous changez d'établissement, de modifier la boîte mail pour le nouveau boîte mail que vous allez avoir dans le nouveau établissement. En outre, il est également possible d'utiliser la boîte mail personnelle, Gmail, Outlook et ainsi de suite, si vous privilégiez avant tout de travailler avec votre boîte mail personnelle. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir avant de terminer, cela en créant un compte, ce qu'il faut savoir donc, c'est que vous pouvez modifier à n'importe quel moment le mot de passe, le nom de famille, le prénom et le courrier. Seul le login ne pourra plus être modifié. Donc ensuite, vous dites je ne suis pas un robot et vous remplissez les critères pour le reCAPTCHA et vous cliquez ensuite sur créer un compte et vous recevrez donc un mail qui vous donnera le lien pour confirmer votre compte. Donc ensuite, quand vous avez terminé, que vous avez cliqué sur le lien, vous allez dans connexion et vous cliquez, vous mettez votre login et votre mot de passe et vous vous connectez. Oups, je me suis trompé. Voilà, ça devrait être bon. Oh, pardon. Donc quand c'est une première authentification, vous allez retrouver en fait sur un espace, sur une page qui s'appelle Mon profil, qui se trouve dans Mon espace, Mon profil. C'est ici qu'il va y avoir en quelque sorte la gestion de votre profil et de votre compte. Voilà. En premier lieu, il faudra d'abord modifier les informations liées à votre boîte mail, liées à votre compte CCSD. Donc, vous pouvez préciser ainsi vos civilités, donc monsieur, madame ou docteur, professeur, votre nom de famille, prénom, et vous pouvez même rajouter votre complément de nom. Et ici, vous associez une boîte mail. Vous pouvez rajouter une photo, si vous souhaitez, qui sera utilisée surtout dans le cadre de votre CV HAL avant tout. Et ici, ça sera les informations liées à votre compte HAL spécifique, donc en précisant votre nom, donc Kassa Sadib, qui doit apparaître sur le site, mais et le courrier également, et la langue de l'interface. Donc quand vous avez terminé, vous enregistrez. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez les informations liées à votre profil HAL et des informations liées au compte CCSD. Ce compte CCSD pourra être utilisé pour d'autres outils comme Episcience ou ScienceConf. Donc voilà. Vous cliquez sur enregistrer et c'est parfait. Ensuite, vous pouvez accéder aux informations de mon profil qui va en fait tout simplement, quand vous allez cliquer sur mon profil, va revenir sur les mêmes informations, sur la même page que précédemment. Voilà, puisqu'il s'agit surtout des informations de mon profil. Voilà. Mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout les deux autres onglets, préférences de dépôt et préférences réception de courrier. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc quand vous allez cliquer sur préférences de dépôt, vous allez avoir plusieurs informations qui ont été mises en avant ici. Je vais cliquer là pour modifier mes préférences de dépôt. C'est important de les mettre parce que ça va permettre de faciliter le dépôt, même si vous utilisez le DOI ou même si vous complétez manuellement les métadonnées. Tout d'abord, est-ce que vous souhaitez que le formulaire apparaisse lorsque vous voulez déposer en vue simple ou en vue détaillée? Si c'est en vue simple, vous n'aurez que les champs obligatoires à remplir. Si vous voulez avoir tous les champs disponibles pour le formulaire d'un dépôt particulier, il faudra cliquer sur vue détaillée. Donc dans votre cas, il est plus simple de privilégier avant tout la vue simple pour surtout gagner du temps et avoir juste les champs principaux à remplir. En outre, à n'importe quel moment, vous pouvez passer du vue simple en vue détaillée, soit depuis vos préférences de dépôt, mais aussi depuis même du dépôt, puisqu'on va voir que même si tout est programmé à l'avance, vous pouvez toujours passer d'une vue simple à une vue détaillée, de même qu'on pourra modifier tout le reste. Ensuite, vous pouvez préciser le domaine,
Ça, c'est intéressant parce que ça va vous permettre justement de préciser les disciplines dans lesquelles vous travaillez automatiquement. Par exemple, dans notre cas, ça peut être sciences de l'ingénieur. Ensuite, je vais sélectionner traitement du signal et pourquoi pas optique et phonétique. Donc quand vous cliquez sur la flèche ici, vous allez dérouler tout le menu et ainsi de suite. Donc voilà. Et si au cas où vous avez, vous pouvez utiliser également le moteur de recherche, par exemple, pour chercher automatique. Et voilà, je tombe sur l'élément que j'ai besoin. Donc voilà. Essayez d'en mettre un ou deux, mais surtout mettez le domaine dans lequel, qui représente tous vos publications. Donc restez le plus simple. Donc, voilà. Ensuite, il y a écrit m'ajouter comme auteur. Ici, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez associer automatiquement à chaque nouveau dépôt votre nom et prénom. Vous serez donc, pour chaque dépôt, auteur du dépôt, tout simplement, ce que je veux dire. Voilà. Donc là, je l'automatise et ensuite, je vais préciser l'affiliation. Si je mettais non, il n'y aurait pas d'affiliation. Donc là, je mets oui. Donc voilà, je veux que tous mes dépôts soient associés à mon nom et affiliés au laboratoire, par exemple, IBISC. Donc voilà, tout simplement. Pas besoin de préciser l'établissement au-dessus, puisque automatiquement, les laboratoires en fait, sont rattachés par les établissements. Donc par exemple, si je retape IBISC, vous allez pouvoir voir par exemple que c'est rattaché à l'Université d'Evry-Val-d'Essonne et rattaché à l'Université de Paris-Saclay. Et donc ça sera le cas par exemple pour LM2E. Je tape, vous avez Université d'Evry-Val-d'Essonne et Université de Paris-Saclay. Alors, vous vous posez des questions, par exemple, pourquoi il y a LM2E en vert et LM2E en jaune. En fait, il s'agit tout simplement du LM2E pour celui d'en vert, je n'ai pas encore fait les modifications, qui doit aller de 2020 à de nos jours, et celui en jaune qui est de 98, date de création du laboratoire, à 2019, qui est la fin, non pas du laboratoire, mais tout simplement au moment où le LM2E est également rattaché à partir de janvier 2020 à l'université Paris-Saclay. Donc voilà. Donc il y a deux champs. Donc en fait, si vous sélectionnez par exemple celui en jaune pour une publication datant d'avant 2019, imaginons une publication de 2010, eh bien l'article sera rattaché à LM2E, mais aussi à l'Université d'Evry-Val-d'Essonne, mais pas à Paris-Saclay, parce que la publication ne peut pas remonter, tout simplement. Donc là, par exemple, je vais préciser LM2E en général, et il y a également la possibilité d'affilier automatiquement tous les auteurs, les affiliations auteurs. Je vous encourage à mettre en non, parce que souvent, les affiliations automatiques, elles sont erronées, et elles sont erronées parce qu'elles sont déduites à partir du dernier document qui est déposé. Donc souvent, il peut y avoir un travail de rétrospection qui peut être fait, et donc les affiliations ne sont pas bonnes, souvent. Donc je clique sur enregistrer, et c'est bon. Donc ensuite, après les préférences de dépôt, on va dans préférences de réception de courrier. Vous cliquez sur ça, et je vous encourage ici de cocher recevoir la confirmation de vos dépôts et recevoir les notifications lorsque vous êtes identifié comme co-auteur. C'est important parce que ça va vous permettre d'être alerté et d'avoir une confirmation par mail de tout d'abord du dépôt que vous avez réalisé, mais également d'être prévenu si un dépôt a été réalisé par quelqu'un d'autre, soit par un co-auteur, soit par un tiers, et dans laquelle, en fait, tout simplement, vous êtes identifié comme auteur. Donc ça peut être intéressant pour vous. Donc, vous cliquez sur ça et vous recevrez ainsi par mail des confirmations et des notifications. Donc voilà. Donc à partir de ce moment-là, si vous avez bien mis en place, vous avez à la fois précisé les informations nécessaires à votre profil HAL, les informations pour faciliter le dépôt et surtout préciser aussi vos préférences pour recevoir les alertes et les notifications. Donc quand c'est fini, bon voilà, si vous voulez retourner à chaque fois à cet espace-là, il suffira juste d'aller vous connecter, vous allez dans mon espace, mon profil, et vous pouvez modifier à n'importe quel moment. Cette interface, vous la retrouverez autant ici, voilà, si je me reconnecte par exemple, ça sera là mon profil, que même depuis Paris-Saclay,
par exemple en me cliquant dans mon espace, mon profil, et voilà, automatiquement. Également, ce qu'on va découvrir aussi, c'est le dépôt. Donc si vous voulez déposer, ça sera dans l'onglet dépôt. Donc vous cliquez ici et vous pouvez commencer le dépôt. Oh, pardon. Donc voilà. Donc lors du dépôt, en fait, le dépôt va s'effectuer en quatre éléments. Déposer le fichier, compléter les données du document, compléter les données auteurs, valider le dépôt. Déposer le fichier est facultatif, donc il n'est pas obligatoire de remplir. Mais compléter les données, les métadonnées du document et les données auteurs seront obligatoires pour permettre la validation du dépôt. Donc on va commencer par le dépôt du fichier pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc ici, vous pouvez soit faire un glisser-déposer du fichier concernant, soit en ouvrant, cliquant d'ici et en ouvrant donc une boîte de dialogue qui va vous permettre d'insérer le fichier qui vous intéresse, soit, et ça ce n'est pas pour récupérer le document, mais pour tout simplement récupérer les métadonnées du document en mettant le DOI, qui est le Digital Object Identifier, qui est tout simplement un identifiant rattaché à un article qui est en ligne. Par exemple, et qui va fournir pas mal d'informations. Par exemple, je vais prendre un article qui a été déjà déposé dans HAL. Donc voilà, par exemple, celui-là, qui est un article publié dans le Accident Analysis and Prevention chez l'éditeur Elsevier. Et il suffit juste de récupérer cette information, voilà, qui commence par http://doi.org et de récupérer juste ces premiers chiffres là. Vous faites copier et vous allez coller, tout simplement. Et vous cliquez sur récupérer les métadonnées. Donc là, ça va charger pour récupérer toutes les informations via Internet. Donc là, vous constatez que votre document est de type article, qu'il a réussi à compléter certaines informations, par exemple la langue, le titre, la date, le nom de la revue, le volume, la page et identifiant, numéro et identifiant. Vous cliquez sur OK. Donc déjà, vous constatez que c'est coché en vert, ça veut dire que toutes les informations sont remplies techniquement. Là, je peux même cliquer directement sur déposer et même pas vérifier. Je vous encourage quand même à vérifier les informations, ils peuvent être erronées. Petit élément aussi intéressant, c'est que vous voyez que ici, il précise, il y a un petit un rectangle rouge qui vous dit que ce document peut être déjà présent dans HAL. Cela signifie qu'en fait que votre article, il a déjà été déposé dans HAL. Donc soit vous pouvez vérifier en cliquant sur cet élément-là, qui est le numéro de notice de HAL, pour accéder à la notice et vérifier si le document est bien déposé dans HAL. Il s'agit bien certainement du même article. Okay. Donc à ce moment-là, si c'était le cas, je peux vider ou annuler le dépôt. Si je vide, eh bien, toutes les informations seront vidées dans le dépôt. Si j'annule, eh bien, le dépôt est annulé et je reviens à l'accueil. Donc voilà. On va faire comme si l'article n'était pas présent dans HAL. Donc je vais quand même vérifier les métadonnées. Donc comme vous pouvez voir, en fait, il a récupéré que les informations qui nous intéressent, numéro, page, identifiant, et aussi, par exemple, les domaines que j'avais précisé que je voulais avoir uniquement traitement du signal et de l'image, optique photonique et automatique. Si je voulais avoir tout, la vue complète, la vue détaillée, je pouvais juste cliquer sur afficher la liste complète des métadonnées. Je clique dessus pour avoir tous les infos qui peuvent m'intéresser. Les mots-clés, le résumé, et ainsi de suite. Et donc ça, par exemple, ça peut être intéressant si je veux compléter la notice de résumé. Voilà, il ne l'a pas récupéré, mais je pourrais le rajouter. Donc voilà. Je pourrais par exemple également mettre un commentaire, une référence interne, une collaboration, qui n'est pas obligatoire, mais je pourrais le préciser. Voilà. Ou par exemple, si mon projet est financé par l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, ou par des projets européens, par exemple Horizon Europe. Donc voilà. Ensuite, dans l'auteur, vous voyez qu'il a récupéré toutes les informations des chercheurs
Et il m'a rajouté également en tant qu'auteur, que vous pouvez voir ici. Si par exemple, il se trouve que je ne suis pas le premier auteur, mais le deuxième auteur, il faudra juste que je clique ici, que je l'enfonce et que je le déplace tout simplement pour le mettre en deuxième ou en troisième. Voilà. Et si par exemple je me rends compte que, imaginons que Kouaré n'est pas un auteur de cet article, j'ai juste à supprimer. Voilà. Et si j'ai fait une erreur, je peux toujours le récupérer en tapant Kouaré ici et en cherchant tout simplement celui qui correspond au mien. Donc c'était Alex Kouaré. Donc le mieux, ça serait de choisir un identifiant en vert, puisqu'il s'agit souvent des identifiants validés par l'auteur. Là, ce que vous avez en rouge, en fait, tout simplement, ce sont des formes créées par défaut par l'auteur ou par un tierce, tout simplement, mais qui n'est pas rattaché à un compte, tout simplement. Donc voilà, si par exemple je clique dessus, je récupère, et je me retrouve à la même façon qu'au début. Voilà. Mais par exemple, si j'avais Jean Dupont, eh bien, vous allez voir qu'il y a pas mal de noms d'auteurs. Par exemple, Jean-Paul Dupont est en vert, ça veut dire que celui-là est validé par l'auteur qui est à l'université de Rouen. Et souvent signalé par un identifiant. Quand je clique par exemple, eh bien, il y a l'identifiant. Voilà. Ensuite, si je veux rajouter les affiliations pour les autres auteurs, je fais la même chose que ce que je vous avais montré auparavant. Vous cliquez là, je cherche l'affiliation, par exemple, si je travaille avec des collaborateurs de l'M2E, je précise là, et voilà, je le rattache. Et si vous voulez gagner du temps, vous avez juste à sélectionner et à enfoncer et déplacer vers, par exemple, Saïd Mamar. Voilà, et ainsi de suite. Et si par exemple, je me rends compte que je ne travaille pas au laboratoire LM2E, je peux cliquer sur pour cette structure, supprimer. Donc voilà. Et si je veux gagner du temps et que personne ici travaille avec LM2E, je peux cliquer là, supprimer pour tous les auteurs. De même que je peux les associer à tous les auteurs. Il faut au moins un auteur qui doit être affilié. Donc généralement, ça sera avant tout vous. Donc par exemple, pour moi, ça sera, imaginons, Libisque. Donc voilà. Et là, je pourrais déposer. Donc dans un premier temps, je vous encourage surtout à vérifier vos affiliations avant tout. Donc voilà, ça c'est important à avoir en tête. Donc voilà. En outre, vous pouvez aussi afficher toutes les options si vous le souhaitez, mais bon, ça ne vous fournira pas plus d'informations qui vous seront utiles. L'idée, ce sera surtout soit de supprimer ou de vérifier, de modifier ou de supprimer les affiliations pour vous. Vous pouvez même en voir les détails, si vous souhaitez, pour cette structure, voir les détails qui vous donnent pas mal d'informations. Là, vous savez par exemple que l'IBISC, cette forme-là, d'IBISC, eh bien, est rattachée au laboratoire, mais rattachée aussi à l'Université d'Evry-Val d'Essonne et l'Université de Paris-Saclay. Voilà. Si j'avais choisi un autre laboratoire pour vous montrer, par exemple, si j'avais pris le LAMB, qui est un laboratoire d'ingénieurs, un laboratoire d'Evry également, eh bien, vous allez constater qu'il est rattaché à plusieurs établissements et qu'il n'est pas nécessaire de préciser le CEA, Université de Cergy-Pontoise, Évry-Val d'Essonne, le CNRS et Paris-Saclay. Donc voilà. Mais imaginons qu'on n'a pas de DOI et qu'en fait on part sur un document ou un article qui n'a pas d'identifiant. Et bien simplement, bon, on va vider ça, voilà, je le vide, et bon, j'ai pas de document, je vais pas déposer de document, je vais commencer directement ici, et bien, je vais juste prendre le type de document que je souhaiterais déposer, par exemple un article dans une revue, là je reste toujours sur une vue simple, voilà, donc il me demande juste le titre, je prends le titre, voilà, je fais un copier-coller ou je le note directement à la main, en vérifiant bien que c'est de l'anglais, hein. Si je veux rajouter en français, je clique sur plus et je peux l'avoir en français, à vous de le traduire bien sûr, hein. Sinon si c'est pas le cas, en fait ce que je vous restez juste avec l'anglais. Voilà. Ensuite le domaine, si vous avez automatisé, vous pouvez laisser, s'il y a une erreur, vous pouvez toujours enlever, supprimer et rajouter même de nouveau. Voilà, par exemple.
La langue, il faudra le préciser, bien sûr. Si c'est en anglais, généralement, c'est automatiquement en anglais. Mais après, vous pouvez préciser si c'est en français. L'article de départ. Le nom de la revue, par exemple, pour mon cas, si c'est là, ça sera Accident Anal Preuve. Donc, ce que je peux faire, c'est soit je fais un copier et je vais ici et je le colle et je vais récupérer celui qui est en vert, qui est validé. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez même ici, parce que la politique d'auto-archivage, donc la politique éditoriale, qui vous donne des informations qui sont récupérées via Sherpa Romero et qui va vous permettre de savoir si vous pouvez, oui ou non, fournir quelle version du document. Par exemple, pour mon cas, si j'avais déposé l'article Modeling of Dynamic Vehicle Worlds Interaction, et ainsi de suite, eh bien, je sais que la version soumise, donc la première version du document, le pré-print ou pré-publication, eh bien, je n'ai pas de condition de temps, d'embargo, et je peux le faire sur n'importe quel, sur aucun site, mais sur des répertoires. Je peux également soumettre aussi la version acceptée, manuscrit auteur accepté, appelée postprint. Il s'agit tout simplement de la version revue par les pairs, mais il n'y a pas la mise en page, la pagination de l'éditeur, donc il n'y a pas le logo, la mise en page avec les colonnes et les illustrations. Voilà, il y a juste le document brut avec, pourquoi pas, les schémas à la fin. Donc cette version-là, je peux la mettre dans HAL, à condition de mettre un embargo de 36 mois, de préciser la licence, quel type de licence j'ai le droit. Donc ici, par exemple, j'ai le droit au Creative Commons, licence Creative Commons by NC-ND. Donc là, c'est paternité, non commercialisation et je crois non, il faut que la licence, s'il y a une réutilisation de la licence, eh bien, il devra également être réappliqué dessus. Donc voilà, et ici je peux le mettre sur des répertoires institutionnels, voilà, et doit être relié par le DOI. Donc là c'est le cas pour mon cas. Et la version publiée, il n'y a pas de condition, mais il n'y a pas d'embargo, mais il y a des frais à financer. Donc là, vous payez ce qu'on appelle des APC, des frais de publication, pour permettre à ce que la version éditeur soit publiable. Donc voilà, ça c'est intéressant, vous pouvez avoir ici. Si vous avez besoin de plus de détails, vous avez juste à ouvrir un nouvel onglet et cliquer Sherpa Romeo, sélectionner le premier résultat, et ici, vous avez le moteur de recherche Sherpa Romeo. Donc Church, là, par exemple, je vais mettre soit l'ISSN qui est le numéro, l'identifiant rattaché au journal, soit le titre du journal. Je vais vous donner un exemple, par exemple, avec une revue très connue dans le domaine médical, The Lancet, par exemple. Voilà, je fais une recherche, et là, j'ai pas mal d'informations. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous avez plus de détails d'explications, qui vous donnent plus d'informations, en cliquant sur les différents plus qui se trouvent juste à côté. Donc voilà. Donc Sherpa Romero est ainsi un outil très utile pour savoir si vous avez le droit, oui ou non, de déposer le document. Ici, j'ai juste à baser la date de publication. Bon, je vais en prendre un au pif. Si par exemple l'article n'est pas encore publié, bon, bah, je le retire et je clique sur apparaître. Donc là, si j'ai la date hypothétique, ça va. Si je ne l'ai pas, la date de publication n'est pas obligatoire. Je peux préciser aussi d'autres types d'informations. Là, il a récupéré des informations, des classifications qui ne sont pas obligatoires. Si je veux avoir d'autres informations à remplir, il faudra juste que je clique sur afficher la liste complète des métadonnées pour récupérer, par exemple, pour préciser le résumé en anglais. Si je voulais en français, je le mettrais en français. Les mots-clés, voilà. Également les identifiants, par exemple le DOI. Voilà. Les données associées. Donc ça, c'est uniquement si vous avez si vous avez des données résultantes qui sont entreposées dans des bases. Donc ça, vous pouvez mettre le lien. Date de production d'écriture, ça veut dire la date en fait, tout simplement, vous avez commencé, vous avez rédigé. Voilà. La licence, ici. Donc là, par exemple, NDNC, voilà, pas de modification. C'était pas modification. Non, voilà, partage selon les mêmes conditions initiales, c'était SA. Donc voilà.
Vulgarisation automatiquement, c'est non. Comité de lecture, généralement quand vous publiez dans une revue scientifique, il y a un comité de lecture et c'est avant tout une audience internationale. Donc voilà, date de publication, voilà, volume, numéro de volume, numéro, page, URL de l'éditeur et ainsi de suite. Donc voilà les types d'informations que vous pouvez fournir. Et bien sûr, chaque formulaire va être adapté. Communication dans un congrès, par exemple, si je mets juste les champs obligatoires, eh bien, j'aurai par exemple le titre du congrès, la date du début du congrès, la ville et le pays. Donc voilà. Et le poster, ça sera plus ou moins la même chose. Par exemple, on va vraiment me demander le strict nécessaire, où ça sera voilà, le titre du congrès, puisque voilà, c'est des posters qui ont été publiés, et ainsi de suite. Qui n'ont pas été publiés, qui ont été diffusés lors d'événements. Voilà. Les ouvrages également. Donc voilà. Et vous voyez qu'ici, par exemple, même pour l'ouvrage, vous n'avez pas toutes les informations, par exemple l'éditeur, où il faudra cliquer sur afficher les métadonnées complètes pour pouvoir préciser l'éditeur juste ici. Voilà, l'éditeur commercial. L'éditeur scientifique, c'est avant tout la personne qui va diriger l'ouvrage et le directeur de la collection si par exemple le livre fait partie d'une série de livres d'une même collection par exemple chez un éditeur. Donc voilà, pour le dépôt. Donc voilà. Juste précision, si vous avez un document, si vous joignez l'article d'un document, vous cliquez, si vous joignez à la notice un document, vous cliquez dessus, vous faites tout simplement un glisser-déposer. Là par exemple, je vais récupérer un document, n'importe lequel, un PDF. Je vous encourage à déposer un PDF et non pas une version Word. Si vous mettez une version Word, en fait, il va tout simplement transformer la version Word en format PDF. Donc voilà, mais restez tout simplement avec PDF ou Word. Bien sûr, il peut récupérer aussi vous pouvez déposer d'autres types de formats, par exemple des images, donc JPEG, PNG et des vidéos avec un certain, voilà. Si le document est trop lourd ou si le fichier est trop lourd, il faudra certainement l'alléger pour l'image ou la vidéo ou la couper, par exemple, si c'est le cas d'un document. Donc ici, vous avez une petite poubelle si vous le retirez, mais vous pouvez même en rajouter d'autres en faisant glisser-déposer. Et si vous avez la vue détaillée, vous allez avoir beaucoup plus d'informations. Donc par exemple, vous pouvez récupérer le fichier via l'URL. Vous pouvez également préciser l'origine du fichier. Et ça, c'est important parce que ça va permettre surtout aux personnes qui contrôlent les dépôts, donc les modérateurs et administrateurs de HAL, de dire, voilà, est-ce que ce document peut être accessible dans HAL. Et donc, par exemple, si vous êtes l'auteur du fichier, eh bien, automatiquement, le document sera diffusé librement. Mais si, par exemple, c'est un fichier d'éditeur, il faudra donc soit, par exemple, vérifier que l'éditeur fait partie de ceux qui autorisent le dépôt des fichiers éditeurs sur une archive ouverte. Donc là, vous revenez sur Sherpa Romeo, qui vous donne la politique éditoriale. Sinon, vous pouvez également, pourquoi pas, passer directement auprès de l'éditeur en demandant un accord explicite, soit par mail ou par téléphone. Ce sera mieux par mail pour avoir une trace écrite. Et bien sûr, dans le cas où vous avez financé des frais de publication, ça peut être votre institution, ça peut être le bailleur de fonds, une agence, ça peut être également même un autre établissement de recherche. À partir du moment où c'est financé par un établissement, eh bien, pour que l'article soit diffusé en libre accès, eh bien, vous pouvez valider ça, tout simplement. Vous précisez le format, donc si c'est un PDF, c'est bon. Si c'est un fichier source, par exemple pour les cas des préprints ou manuscrits auteurs, vous pouvez préciser fichier source. Et on verra justement pour les données. Et là, vous pouvez préciser l'embargo immédiat, 6 mois, à partir d'une date spécifique. Et vous pouvez même aller jusqu'à 2 ans. Voilà. Et ça signifie que votre document est stocké dans les serveurs du CCSD, donc du CNRS, et que le document ne sera pas visible, accessible par les autres, par les usagers. Les gens verront tout simplement une case rouge expliquant que le document ne sera visible qu'à partir, par exemple, dans notre cas, dans 2 ans, soit le 22 juin 2023. Voilà. Et donc, je peux même rajouter des commentaires et une licence pour le fichier, en cliquant tout simplement sur le crayon. Si j'ai fait une erreur, je le jette et voilà. Je peux rajouter également d'autres fichiers qui vont servir d'annexe.
par exemple, je clique sur un fichier, et là, automatiquement, ça sera une donnée supplémentaire. Ça ne peut pas être un document ou une fichier source. Il y a un fichier source, un document, qui est accompagné de données supplémentaires. Donc ça, c'est à retenir, tout simplement. Donc quand vous avez fini tout ça, bah voilà, vous pouvez déposer et c'est bon. Donc moi, je vais annuler le dépôt. Je clique sur annuler. Et je reviens, en fait, que vous annuliez ou que vous validez, vous allez vous retrouver sur cette page qui est dans mon espace mes dépôts et qui vous liste en fait tout simplement tous vos dépôts que vous avez pu effectuer, qui sont en attente ou déposés, validés. Donc par exemple, j'ai un document en attente de modification, c'est-à-dire que ce document a été rejeté parce que le fichier n'était pas, et là on a un commentaire pas lisible, donc il faudra que je le sélectionne et que je modifie tout simplement le document. Donc si je clique dessus, je vais retourner sur l'interface modifier les métadonnées. Donc voilà, si je clique dessus, je reviens sur tout simplement l'interface précédent. Voilà. Voilà, et il faudra juste que je remplace le fichier. Donc je le supprime et je le recharge un autre. Je vais revenir en arrière. Donc ensuite, j'ai les documents en attente de vérification, donc qui n'ont pas été encore validés par un administrateur ou un modérateur. Les documents qui sont en ligne, donc ça c'est la liste des documents qui sont en ligne, et les références bibliographiques. Ça veut dire que vous pouvez déposer soit une référence bibliographique, donc juste titre, nom d'auteur, affiliation, numéro de page et ainsi de suite, sans déposer le fichier, ou je peux déposer le fichier. Comme vous voyez, par exemple, j'ai 191 documents et 658 références bibliographiques. Ce ne sont pas des références ou des documents qui portent mon nom, ce sont simplement des documents que j'ai déposés pour le travail dans le cadre de dépôts généralisés pour d'autres chercheurs. En fait, je suis simplement la personne tiers qui a déposé les articles dans HAL à leur place. Donc voilà. Et pour finir, si par exemple vous n'avez pas complété tous les métadonnées, bah, vous pouvez toujours revenir. Hein. Donc voilà, par exemple, je reviens sur celui-là. Voilà, je vais voir la notice et je peux modifier ici en descendant dans modifier les métadonnées. Et je reviens sur la même interface où je peux également ajouter une annexe ou même déposer une nouvelle version du PDF parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous déposez un PDF, vous ne pouvez plus le retirer, le fichier. Donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est rajouter une nouvelle version si une nouvelle version du document a été mise à jour. Donc ça, c'est important à le noter. Et donc voilà, à peu près tout ce que vous avez à savoir. Par exemple, pour modifier les métadonnées, je clique dessus et je pourrais revenir donc à modifier les métadonnées. Si je reviens en arrière, vous voyez clairement que dans la notice, je peux avoir des informations qui me sont utiles, donc le titre, le résumé, le domaine. Donc là, j'ai la liste complète. Quand je clique sur voir ou masquer, j'ai la liste complète. Et ainsi de suite. Je peux également avoir les métriques, par exemple les consultations de ma notice, et le nombre de téléchargements qui a été fait. Donc par exemple, pour cet article-là, ce document qui date de 2016, eh bien, il a été consulté 968 fois et téléchargé 473 fois. C'est intéressant, vous pouvez même avoir la consultation par pays en cliquant ici. Et là, ça va vous charger tout simplement automatiquement la carte. Bon, généralement, l'outil statistique rame un petit peu, mais il pourra vous donner plus ou moins quelques informations qui vous seront utiles. Donc voilà, à peu près la première partie de cette formation où il s'agit avant tout de créer un compte, de vous connecter, de personnaliser votre compte pour l'adapter à vos besoins et pour terminer, surtout le dépôt. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Est-ce que tout est bon? Non, tout est bon? Allô? Est-ce que tout est bon pour vous?
Oui, oui, tout est bon. Ok, c'est parfait. Donc, nous allons donc nous quitter pour nous retrouver dans l'autre lien que je vous ai fourni. Je vais juste faire une petite pause de 5 minutes pour vérifier que le fichier vidéo a été correctement fait et on se retrouve dans l'autre lien. À tout à l'heure. Ok, merci.